Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Skillshare. Ok, c'est l'été et actuellement il fait très chaud. Mais jusqu'à combien le thermomètre peut-il monter? Je veux pas dire spécifiquement dans cette pièce, ni même en termes de climat sur Terre, mais dans l'absolu. Y a-t-il une limite à la température? Un moment où ça s'arrête? Une chaleur maximale et impossible à dépasser dans l'univers? Pour répondre à cette question qui risque bien de faire fondre le cosmos tout entier, on va étrangement devoir plonger dans la direction opposée, celle du froid absolu. Mais avant cela, il faut que je vous parle des grandes vitesses du minuscule et de ce que la température mesure. Vous allez voir, c'est un peu bizarre et fascinant. Car à l'échelle microscopique, la température, c'est du mouvement. On a ainsi pu s'amuser à calculer que dans de l'air à 27 degrés, les molécules de dioxygène se déplacent à une vitesse moyenne d'environ 1800 km/h. Autrement dit, les molécules qui constituent l'air qui vous entoure se déplacent actuellement sur de courtes distances, bien plus rapidement qu'un avion de ligne. Évidemment, il est impossible de connaître précisément la vitesse de chacune des quelques 10 milliards de molécules que l'on retrouve dans un simple centimètre cube d'air. Toutes s'entrechoquent et se télescopent continuellement, et certaines d'entre elles ont très certainement des vitesses proches de zéro, tandis que d'autres peuvent se déplacer bien plus vite que la moyenne. Et si personne n'a jamais vu de tempête se déclencher comme par magie dans son salon, c'est simplement que ces molécules n'ont en groupe aucune direction privilégiée. Elles ne gardent leur vitesse que sur de très courtes distances, jusqu'à ce qu'elles rencontrent d'autres molécules, ne se perturbent et modifient leur trajectoire respective. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la température d'un objet n'est en réalité rien d'autre que la mesure de l'agitation moyenne des atomes et des molécules qui le composent. Et plus cette excitation est grande, plus leur mouvement est rapide, et donc plus la température est élevée. Bref, de l'air à 30 degrés gigote considérablement plus à l'échelle microscopique que ne le fait de l'air à 15 degrés, qui lui-même est bien plus agité que celui emprisonné dans un congèle. Vous avez l'idée, plus c'est chaud, plus c'est agité. Et là, j'imagine que vous voyez toute l'étrangeté que cela implique. Vu que la température c'est du mouvement, alors à force de refroidir quelque chose, la vitesse des particules ralentissant toujours plus, on doit finir par atteindre le stade où celles-ci deviennent absolument immobiles. N'ont plus aucune quantité de mouvement, de chaleur à céder. Cette température minimale, au-delà de laquelle il n'est plus possible de descendre vu qu'il n'est pas possible de moins bouger que de ne pas bouger, s'appelle le zéro absolu. Et rien ne pourra jamais être plus froid que cela. En degrés Celsius, sa valeur est de moins 273,15 degrés, ou 0 Kelvin si l'on prend l'échelle de température, qui fixe le zéro à son niveau. Moins 273,15 degrés Celsius, c'est hyper froid. Mais dans un sens, ce n'est pas si éloigné de nous que cela. Quand on y pense, le zéro absolu ne se situe qu'à quelques 300 degrés en dessous de la température de cette pièce. Alors bien sûr, ce froid ultime ne se trouve pas dans la nature. La température la plus basse jamais enregistrée à la surface de notre planète n'a été mesurée qu'à moins 89,2 degrés Celsius en Antarctique. En fait, même les endroits les plus froids que l'on ait pu observer dans l'espace sont mesurés à près d'1 degré au-dessus de cet absolu. Et en réalité, là où l'on a réussi à s'en approcher le plus près, c'est à l'heure actuelle dans nos laboratoires, sur Terre, où de petits groupes d'atomes ont pu être refroidis à quelques 500 milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. On est donc à ça. Et là, je voudrais, après avoir été longuement interrompu par moi-même, revenir à la question posée en introduction. Existe-t-il, à l'inverse du zéro absolu, une sorte d'opposé à la matière parfaitement figée, une overdose de mouvement, un maximum au-delà duquel il ne serait plus possible de chauffer? Ou, pour le dire autrement, jusqu'où ça peut monter? Et qu'est-ce qui se passe quand on est tout en haut de la vertigineuse échelle des températures? Pour le découvrir, commençons ce voyage en quête des plus effrayantes valeurs que peut prendre la chaleur, avec pour point de départ celui de fusion du beurre. Ajoutez-y 1,5 degré et vous dépassez déjà la température de croisière du corps humain. Passé 42 degrés Celsius, les poussées de fièvre deviennent pour notre espèce mortelles. À 57 degrés, vous atteignez la température la plus élevée jamais mesurée à l'ombre sur Terre. À 100 degrés, le point d'ébullition de l'eau à pression ambiante. À 120, dépassez le point de survie des bactéries extrémophiles, évoluant dans les sources hydrothermales. Passé 125, les processeurs informatiques se mettent à planter d'eux-mêmes pour des raisons de sécurité. Arrivé à 180, les grains de maïs se transforment en pop-corn. À 327, le plomb commence à fondre. À 357, le mercure à bouillir. À 427, on atteint la température mesurée à la surface de la planète, portant le même nom que le métal. À 462, celle de la surface de Vénus, la plus élevée jamais relevée dans notre système solaire. Et voilà qu'arrivé à 525, quelque chose de fabuleux commence à se produire. L'on vient d'atteindre le point de Draper, et il est désormais possible de littéralement voir la chaleur.
À partir de là, l'on peut savoir qu'une plaque en métal est chauffée à plusieurs centaines de degrés, simplement en la regardant. Car la quasi-totalité des matériaux, qu'ils soient liquides ou solides, commencent à émettre de la lumière visible par rayonnement, au-delà de 525 degrés. En dessous de cette température, toute la matière émettait déjà de la lumière, mais dans le domaine des infrarouges imperceptibles pour nos yeux. Et une fois passé le point de Draper, la matière chauffée, quelle que soit sa nature, va continuellement gagner en luminosité, devenant toujours plus brillante en passant du rougeoyant au chauffé à blanc avant de tirer vers les bleus. À 962, voilà que l'argent passe à l'état liquide. À 1200, l'on atteint la température des laves de volcans effusifs, tels que ceux d'Hawaï ou de la Réunion. À 1400, la température maximum d'une bougie. Arrivé à 1538 degrés, c'est au tour du fer de fondre. Quelques 1300 degrés supplémentaires, et voilà qu'il se met à bouillir. À cette température, le carbone pur est encore à l'état solide. Pour le faire fondre, il faut atteindre les 3550 degrés, et patienter jusqu'à 4027 pour le voir, à son tour, se mettre à bouillir. À 5660, l'on a dépassé la température d'ébullition de la totalité des métaux. Aucun élément à l'état liquide ne subsiste au-delà. C'est à peu de choses près la température de la surface du Soleil, la photosphère, qui est légèrement plus fraîche que celle du centre de la Terre, estimée à quelques 6000 degrés. À 6600, voilà que l'on dépasse la température de la surface de l'étoile polaire. À 9500, celle de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. À 24 000, celle estimée du cœur de Jupiter. À 37 000, celle de la surface d'Eta Carina, étoile géante sur le point d'exploser en supernova. Et à partir de là, pour poursuivre notre ascension et trouver encore plus chaud que le noyau des planètes ou la surface des étoiles, il va nous falloir plonger dans les entrailles des enfers, là où se déroulent certains des phénomènes les plus chauds de l'univers. À commencer par le cœur de notre Soleil, où se trouve un brasier au sein duquel la matière est portée, à près de 15 millions de degrés. Ce qui est à la fois gigantesque et relativement modeste, comparé aux 200 millions atteints au centre des géantes rouges, qui s'attaquent à la fusion de l'hélium, et surtout aux quelques 2,5 milliards de degrés atteints au centre des étoiles supergéantes lors des derniers jours de leur vie, avant que celles-ci n'explosent en supernova, émettant dans l'espace en quelques heures autant d'énergie que notre Soleil au cours de toute sa vie. Lors de l'explosion de ces géantes, ils se forment en lieu et place du cœur de l'astre disparu, une toute petite étoile à neutrons dont la température intérieure est de l'ordre de 120 milliards de degrés. Ces cendres stellaires d'étoiles à neutrons sont souvent considérées comme la matière ayant la température la plus élevée que l'on puisse trouver dans un objet massif et cohérent dans l'univers actuellement. Mais il est possible de trouver, tout du moins momentanément, encore plus chaud. On a en effet pu mesurer, au niveau de quasars, des trous noirs supermassifs contenant parfois des milliards de fois la masse de notre Soleil, de la matière accélérée et chauffée jusqu'à atteindre près de 10 000 milliards de degrés. Une température si élevée qu'elle dépasse celle de Hagdorn, qui, située à 1700 milliards de degrés, marque la limite au-delà de laquelle vous pouvez oublier la matière telle que vous la connaissez. Car aussi chaude qu'elle soit, toutes les températures par lesquelles nous sommes passés auparavant conservaient les particules atomiques telles que les neutrons ou les protons en l'état. Mais au-delà de 1700 milliards de degrés, l'énergie en jeu devient si élevée que protons et neutrons, la matière dite hadronique, incapable de résister à de tels niveaux d'agitation, se décompose en éléments plus petits pour prendre la forme d'une soupe bouillonnante de plasma de quarks et de gluons. En tant que telle, la température de Hagdorn peut être considérée comme le point d'ébullition des constituants de la matière ordinaire. Et là, vous vous demandez très certainement comment peut-on le vérifier, autrement qu'en maniant des équations sur le papier. Très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. En fait, cette matière, on a pu l'observer lors d'expériences réalisées par des humains sur Terre, car l'accélérateur de particules LHC est parvenu, en propulsant à grande vitesse des noyaux atomiques les uns contre les autres, à chauffer la matière jusqu'à 5500 milliards de degrés. Sauf que ces températures ne sont que brièvement maintenues, et surtout, elles ne concernent qu'un nombre ridiculement petit de particules. Et pour trouver de la matière encore plus chaude et en très très grande quantité, la seule solution serait de pouvoir remonter dans le passé, aux tout premiers instants de l'univers. On pense en effet qu'en ces temps reculés, il y a plus de 13,7 milliards d'années, la température de l'univers a momentanément été de 1000 milliards de milliards de milliards de degrés, avant que la dilatation de l'espace, son expansion, ne le refroidisse. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que la physique théorique nous dit que cette température légèrement intimidante n'est très certainement pas la plus élevée que l'univers ait connue. Il existe en effet un moment de son histoire où celui-ci était doté d'une température cauchemardesque, qui dessine, elle, une sorte de limite infranchissable.
l'opposé fiévreux au zéro absolu. Cette température dite de Planck possède la valeur hallucinante de 141 700 milliards de degrés. Arrivé à son niveau, vous pouvez abandonner les mots. Ici, même les superlatifs ont fini par s'évaporer. Il fait là si chaud qu'en comparaison, même le noyau du Soleil fait office de glaçon. Écrire la démesure de cette température sans la puissance ne vous sera pas non plus d'une grande aide. Comment se représenter quelque chose des millions de milliards de fois plus torride que le centre du Soleil? Et pourtant, aussi saisissante qu'elle soit, cette sorte de frontière supérieure ne sort pas de nulle part. Car la valeur de la température de Planck dérive directement des constantes fondamentales de l'univers que l'on connaît. Elle s'impose à nous lorsque l'on cherche sur le papier à concentrer toujours plus d'énergie dans un volume d'espace ridiculement petit. Il arrive alors un moment où il n'est plus possible de continuer à augmenter l'agitation des particules indéfiniment, et où commence le règne du bizarre et du désarroi. La masse des particules se met alors à tendre vers l'infini. Les longueurs d'onde du rayonnement deviennent plus courtes que les plus petites unités d'espace. Des concentrations monumentales d'énergie se retrouvent dans des volumes si petits qu'elles provoquent la formation de Kugelblitz, des trous noirs purement théoriques, formés à partir de lumière et non de matière. Tandis que même des choses aussi solides en apparence que l'espace et le temps perdent en consistance. Et ce ne sont là que quelques exemples des innombrables étrangetés et problèmes qui se présentent aux physiciens au niveau de la température de Planck, dont la valeur est en réalité plus une limite théorique que physiquement infranchissable. Il s'agit là de la température la plus élevée qu'il soit possible de décrire, compte tenu de nos connaissances actuelles. En d'autres termes, au-dessus, la seule chose que vous risquez de voir encore chauffer, ce sont les neurones des physiciens, en prise avec des lois qui s'effondrent, se mettent à fondre. Et nous ne savons donc pour l'instant absolument pas ce qu'il se passe au-delà. Car passé ce point, les outils physiques extrêmement efficaces dont on dispose pour décrire le comportement de la matière aux petites et aux très grandes échelles, que sont la mécanique quantique et la relativité générale, perdent pied. Et jusqu'à ce que l'on arrive peut-être un jour à trouver une théorie unifiée, cette température restera la plus élevée de l'univers théoriquement accessible. Mais peut-être que de l'autre côté de ce rideau brûlant qui obscurcit pour l'instant notre vision des temps les plus reculés, se planquent des températures encore plus élevées. Et le plus cool dans tout ça, c'est sûrement qu'une question anodine du genre « il peut faire chaud comment ?» est capable de pousser la physique théorique dans ses derniers retranchements, et vous emmener aussi loin que l'on soit capable de remonter dans le temps, jusqu'à proximité du Big Bang, et par effet ricochet, en venir à se demander « mais bordel, comment l'univers a-t-il pu commencer ?» Une question qu'on va devoir mettre de côté, car après s'être sévèrement brûlé les ailes avec des conditions infernales régnant dans l'univers primordial, je pense qu'il est temps pour nous de revenir à la fraîcheur relative de cette pièce, pour partager avec vous une idée que j'aime par-dessus tout, à savoir qu'en ces temps reculés, au début de l'univers, au moment où régnaient ces températures de fin du monde, les particules fondamentales qui nous constituent maintenant étaient déjà, sous d'autres formes, présentes aux premières loges, momentanément plongées dans cette sidérante fournaise. Et je crois que je vais laisser mes neurones refroidir avec cette idée. Sur ce, je voudrais chaudement remercier notre partenaire du jour, Skillshare, un site internet sur lequel vous pouvez vous perdre avec la certitude d'en ressortir à la fin, plus riche intérieurement qu'au début de votre navigation. Car Skillshare, c'est une communauté d'apprentissage en ligne qui propose des milliers de cours hyper motivants et destinés aux créatifs comme vous ou moi, qui souhaitent développer de nouvelles compétences, comme approfondir leur passion. Sur leur site, on trouve littéralement tous les domaines de compétences avec des approches variées pour tous les goûts. Vous pouvez y devenir un as de Photoshop, apprendre à maîtriser la calligraphie, comme les dessins botaniques ou encore vous initier de façon ludique au langage musical sans prise de tête. Bref, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert de tout ce qu'on y trouve. On y serait encore demain. Ça fait un petit moment déjà que je les utilise, et récemment, alors que je voulais me faire un blason familial, j'y ai même découvert les cours de conception de logo d'Aaron Draplin, qui, il faut bien le dire, cartonne littéralement, en vous proposant de maîtriser le b.a.-ba des fondamentaux de la conception de logo. Comme à chaque fois sur Skillshare, le cours est original et permet de découvrir dans une suite logique tout ce qu'il faut savoir pour avoir de solides bases dans le domaine que vous souhaitez maîtriser. Dans ce cours-là, structure typo couleur, tout y passe jusqu'au skill de l'espace. Et c'est là où Skillshare fait toute la différence. Car que vous partiez littéralement de zéro, ou que vous soyez un pro, tout y est conçu pour apprendre dans une vraie logique de progression, avec au final l'assurance d'être plus rapide et créatif, et ce quel que soit le domaine que vous souhaitez maîtriser. Bref, pour acquérir de nouveaux skills de moine Shaolin, pour vous découvrir des talents insoupçonnés,
Foncez sur Skillshare, vous y trouverez des milliers de cours créatifs sans aucune publicité. Et en plus, tout le site est entièrement disponible en français. Et les cours en anglais sont absolument tous sous-titrés. Et surtout, ils offrent actuellement, et aux 1000 premières personnes passant par le lien en dessous de la vidéo, 1 mois d'accès gratuit et illimité à des milliers de cours motivants. Encore un grand merci à eux, et moi je vous dis à très vite.